Bonsoir. Zreil Abdelkarim, citoyen algérien, militant hirakiste, connu avant le Hirak pour avoir dirigé une radio, Radio Sabarkan si je ne m'abuse, depuis Constantine. Abdelkarim Zreilish, depuis le Hirak, est devenu une personnalité politique, un militant politique incontournable. On peut ne pas être d'accord avec lui, il est assez entier dans ses prises de position, parfois un peu abusif, je dois le dire, mais nous ne pouvons pas ne pas être dans l'admiration de son attitude face à un régime prédateur, face à un régime mafiocrate, face à un régime fondé essentiellement sur la répression, la propagande, la subversion, la corruption de masse. Il est sous, j'allais dire, la vigilance, le flicage permanent d'un système en panique qui n'en finit pas de lui intenter procès après procès. On m'a dit tout à l'heure qu'il a depuis pas très longtemps, 16 dossiers judiciaires, dont 5 dossiers en ce moment même qu'il doit affronter et qui désormais portent le nom d'affaire Zreilish. Une affaire, en fait, parmi des milliers d'autres depuis le début du Hirak, en février 2019, de militants pour la démocratie qui ont tous subi et continuent de subir une répression qui montre à quel point ce pouvoir craint un retour du mouvement sociopolitique, du mouvement hirakiste, qui est un régime qui se montre donc déterminé à user de tous les moyens de la violence, de la propagande, de la répression via sa justice aux ordres pour empêcher toute velléité de contestation, toute initiative citoyenne pour une Algérie libérée de ses chaînes, pour l'avènement tant attendu, tant espéré d'une république vraiment démocratique, où la seule souveraineté serait celle du peuple et du peuple seulement. Oui, l'affaire Abdelkarim Zreilish est en effet symptomatique de la répression déchaînée exercée par le pouvoir pour empêcher le lit de la révolution de retrouver son cours naturel, détourné dès le premier jour de l'indépendance par le même système qui continue aujourd'hui de s'imposer aux Algériens par tous les moyens de la subversion et de la violence. Le même système mafiocrate qui ne recule devant aucun moyen pour museler les hommes et les femmes libres, toutes celles-là et tous ceux-là qui refusent de se laisser acheter, qui refusent de vendre l'avenir de leurs propres enfants à un régime corrompu et corrupteur. Ces compatriotes ne sont pourtant ni des terroristes, ni des criminels, ni des corrompus, comme il y en a tant dans l'administration, dans la soi-disant haute administration, dans le gouvernement, dans le haut commandement de l'armée, dans les organisations de masse, dans les syndicats marrons, dans les partis politiques mercenaires et tant de barons et de nervis du système nichés dans toutes les institutions, dans les organes qui servent à fliquer et à manipuler la société. À l'instar de Abdelkarim Zreilish et de tous ceux qui sont passés par la case prison ou qui y croupissent encore par centaines aujourd'hui, les militants pour la démocratie en Algérie continuent de subir une répression sans nuance, en plus de les désigner comme des ennemis de l'Algérie, des agents du Merzen, voire même ceux du sionisme. La justice algérienne ne s'est jamais autant prêtée à une telle connivence avec le pouvoir depuis le début du Hirak, avec
comme principal collaborateur, rappelez-vous, l'ex-ministre de la Justice, aujourd'hui planqué dans l'ambassade algérienne à Prague. L'histoire retiendra cette forfaiture systémique et systématique de la justice algérienne. Tout le mal qu'elle a consenti d'infliger aux meilleurs parmi nous, les privant de leur liberté, de leur dignité, j'allais dire, les contraignant à des conditions de détention sadiques, comme de les éloigner de leurs lieux respectifs de résidence pour les priver des visites de leurs familles respectives. Abdelkrim Zreilch est aujourd'hui sous le coup simultané de 5 affaires de justice, toutes passibles de lourdes peines de prison. Il est avec nous aujourd'hui pour en parler et pour nous dire aussi ce qu'endurent les meilleurs parmi nous dans notre malheureux pays sous la férule d'un despotisme qui aura marqué notre vie au fer rouge. Avec nous pour en parler, Abdelrahim Mossouar, enseignant, militant pour la démocratie. Abdelrahim Mossouar, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à notre compatriote Abdelkrim Zreilch. Merci pour cette invitation. C'est normal, Abdelrahim. Abdelkrim Zreilch est donc avec nous. Abdelkrim, merci d'être des nôtres pour parler quasi exclusivement aujourd'hui de votre affaire, mais aussi en même temps, je ne doute pas que vous n'allez pas vous en priver de vos autres camarades qui luttent à vos côtés, dont nombreux sont dans les geôles du système. Abdelkrim Zreilch, marhaba bik. Bonsoir M. Benchinour, bonsoir à la totalité des auditeurs de votre télévision. Je suis désolé de vous parler dans le noir parce qu'il y a une coupure d'électricité, cher ami. Alors là, vraiment, c'est la meilleure coupure d'électricité. J'espère qu'on ne vous a pas coupé exprès l'électricité. Non, je ne suis pas parano à ce point-là. On vous entend très mal. Hein. Mais... Je ne sais pas si c'est dû à votre système ou à la régie. Je ne sais pas. Voilà, ça, mieux, c'est mieux. Alors. Voilà, très bien, tant mieux. Donc, alors, je suis désolé de vous parler, mais aussi également, par la force des choses, je tiens à préciser que la coupure d'électricité est à Sissaoui, une périphérie de Constantine, dans le cas, bien sûr, cher ami, où certaines personnes vont certainement essayer de dire que j'ai fait exprès de couper l'électricité. Mais bon, ces gens-là sont capables de tout. Dieu merci. Ce n'est pas la plupart des Algériens ne les croient plus. J'espère bien. Mais l'essentiel, si je vous parle comme ça, c'est-à-dire que réellement, il y a une coupure d'électricité à Sissaoui, Constantine, troisième plus grande ville d'Algérie. Oui. Voilà. Constantine Ouamadrak, Constantine que j'ai connu, moi, en des temps autrement plus charmants, pour rester poli. Alors, Abdelkrim Zreilch, d'abord, j'aimerais que vous me confirmiez quelques petits points. D'abord, que vous avez 16 dossiers judiciaires, et qu'en ce moment, vous en avez 5. Ça veut dire que vous devez faire face à 5 procès pour lesquels vous êtes convoqué. Ensuite, on nous dit qu'il faut être millionnaire pour pouvoir se permettre des défenseurs à la hauteur pour ce genre de situation, et que même si vous disposiez de beaucoup d'argent, beaucoup d'avocats aujourd'hui ont peur de vous défendre. Est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, exactement. C'est-à-dire, pour pouvoir gérer toutes ces affaires en justice, il faut être milliardaire. C'est impossible de gérer toutes ces affaires en justice. Parce que, quelque part, même les avocats, c'est des gens qui travaillent. Il faut bien les régler, un avocat. Il faut pas jusqu'à quand on va
jouer avec le petit jeu, tiens, يعني le gentil avocat du Irak qui va venir défendre gratuitement. C'est des gens, tout le monde a une vie. Et tout le monde va essayer de gérer sa vie au mieux qu'il peut. Donc, c'est certain que le fait de programmer autant d'affaires en même temps, c'est d'espérer quelque part, espérer que je vais me pointer au tribunal sans avocat. C'est Il n'y a pas incroyable. d'autre explication. C'est incroyable. Mais d'abord, je tiens à préciser que si la diffusion n'est pas très bonne, c'est parce que vous êtes en panne d'électricité, justement, et que vous ne disposez que de la 4G, ce qui fait que l'émission n'est pas de très bonne qualité, mais l'essentiel est que vous nous écoutons et que, même si l'audition n'est pas très bonne, que ce que vous dites est très clair. Alors, est-il vrai que des avocats ont peur de vous défendre? Je ne dirais pas qu'ils ont peur, c'est pas le. Ils n'ont pas que ça à faire. Voilà, c'est pas qu'ils ont. Les avocats, chacun sa vie. Il faut les comprendre aussi. Oui, mais c'est leur métier. Pas qu'ils C'est ont leur peur. métier. Ils ne peuvent pas se débiner au motif qu'ils n'ont pas que ça à faire. C'est leur métier de vous défendre. Et c'est leur métier tout le temps qu'ils sont payés. Eh Une oui. fois qu'ils ne sont pas payés, c'est le métier, c'est du bénévolat. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je comprends mieux. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, nos compatriotes qui sont engagés à vos côtés, vont écouter aussi ce que vous êtes, écouter et entendre ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, sur les 5 dossiers qui vous sont reprochés aujourd'hui, de quoi est-il question au juste avant que je ne donne la parole à Abdrahim? Ben, je ne peux pas savoir parce que jusqu'à là maintenant ce soir, je ne peux pas avoir le contenu des accusations parce que seul un avocat peut partir, d'après la loi algérienne, seul un avocat peut partir récupérer les dossiers, les dossiers et les contenus du dossier. L'inculpé lui-même n'a pas le droit, d'après la loi algérienne, de partir chercher de quoi il est inculpé. C'est impossible. Donc, Mais pour vous partir, êtes en train savoir de nous dire exactement. que dans le droit algérien, l'inculpé, s'il ne dispose pas d'avocat, ne peut pas avoir accès à son dossier. Il ne peut pas savoir à Exactement, quoi il doit monsieur. répondre. Exactement. Franchement, Abdrahim, vous avez entendu parler de cette disposition qu'un inculpé qui a 5 dossiers, qui doit se présenter devant la justice pour y être jugé, on ne lui communique pas son propre dossier? Ici en France, par exemple, vous pouvez même demander à vous défendre vous-même. Vous pouvez demander la communication de votre dossier sans passer par un avocat. Vous étiez au courant qu'en Algérie, l'inculpé lui-même ne peut pas savoir pourquoi il est convoqué devant la justice? Alors, pour être sincère sur cette question de communication, c'est-à-dire des charges qui peuvent être retenues contre l'inculpé, je sais qu'en étranger, notamment ici en France, parfois même, il y a des indications sur la convocation même, quand on va être entendu dans un commissariat. Mais force est de constater qu'effectivement, Abdelkrim Zrilch n'est pas le premier à nous, à nous donner cette information. On a eu d'autres militants qui ont découvert les charges qui ont été retenues contre eux, sachant qu'ils n'avaient pas pu avoir d'avocat parce qu'ils ont été convoqués à des tribunaux qui étaient très loin. Ça, c'est de la torture psychologique vis-à-vis d'un militant. Et puis, effectivement, certains découvrent le jour même de l'audition les charges qui ont été retenues contre eux ou contre elles. C'est incroyable. Et ces 5 dossiers sont instruits et vont être jugés par le tribunal de Constantine? Apparemment. Vous ne savez même pas si c'est le cas, si vous allez passer devant un tribunal à Constantine ou ailleurs. Je suis certain. Je vais certainement passer devant le tribunal de Constantine à partir du 30 mars. Ça, c'est évident, les convocations elles sont là. Par SMS, on a juste
la date, le numéro du dossier. On a vraiment les détails. Mais c'est certain qu'à partir du 30 mars, je serai devant le tribunal de Constantine. Alors, maître. Et ça va, cette histoire-là, elle va durer une année. Une Une année. année. Ça veut dire J'imagine que nous avons quand même... on va vous empêcher de vivre. Vous n'allez devoir avoir que l'autorisation de respirer un peu et le reste du temps d'être passé en justice, procès après procès. Non, heureusement pour l'autorisation de respirer, on attend l'autorisation de personne, heureusement. Yani, entre parenthèses, ah voilà, l'électricité revient. Alhamdulillah. Alors, ces 16 dossiers, vous ne connaissez pas la nature des accusations, ni l'état des dossiers pour lesquels donc, vous êtes cité à comparaître, ou plutôt vous êtes convoqué pour comparaître. Mais Maître Rahmoun Aïssa nous a dit que vous avez déjà vécu 16 dossiers judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? 15 dossiers. 15 dossiers. Alors, oui. Ces 15 dossiers, c'est quoi? Eh bien, franchement, cher ami, c'est pratiquement du tout. Hein. Ça démarre de... J'ai eu droit à absolument toutes les accusations, en réalité. J'ai eu droit... Si je dois parler d'une qui me tient à cœur quelque part et qui a choqué, qui m'a choqué, c'est celle une fois où on m'a accusé de terrorisme. Je me suis retrouvé en prison, accusé de terrorisme, et je me suis retrouvé en prison chez Constantine Bossov, avec les détenus des années 90 également. Allez, réellement, quelque part, je devrais remercier le gouvernement algérien, je devrais le remercier de m'avoir donné l'occasion de me retrouver en tête à tête la nuit à 20h, 21h, 19h, minuit, avec un ex-détenu qui a 70 ans des années 70. Oh là là. C'est une école. J'ai appris des choses. D'un côté et d'un autre. Hein. Mais si on revient aux accusations, franchement, c'est l'accusation qui m'a le plus perturbé parce que réellement, moi, je n'ai absolument rien à voir avec le terrorisme et avec les terroristes. Pour me retrouver inculpé et emprisonné en Algérie de terrorisme, ça, il fallait le faire. Voilà. Alors j'imagine que vous avez dû connaître, je vais revenir à Abdelrahim pour essayer de faire la lumière un peu sur cet état d'esprit, sur ce qui est en train de régner en Algérie, de répression, d'oppression, de violence, de violation du droit. Je présume que vous avez connu à plusieurs reprises des gardes à vue chez la police ou la gendarmerie, mais aussi de la prison, comme vous venez de le préciser. Alors, les gardes à vue d'abord, vous avez connu beaucoup de gardes à vue? Franchement, sur ce point-là, c'est une autre... Il y a toute franchise. Hein. Franchement, je n'ai jamais connu une seule garde à vue dans tout mon parcours. Quoi, curieusement. Je pourrais même dire plus. Ça veut dire avec la justice, c'est du producteur au consommateur. C'est directement chez eux que vous atterrissez. Il y a un souci, je crois. Nous allons essayer de rétablir la communication. Abdelrahim Moussawar, nous parlons aujourd'hui de l'affaire Abdelkarim Zrilch, mais il est loin d'être seul. Aujourd'hui, on parle de centaines de nos compatriotes, peut-être 250, paraît-il, environ. Presque 300. Presque 300 qui sont en prison pour leur opinion, pour leurs convictions, pour leur engagement aux côtés de leur peuple et contre l'oppression. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que ceux qui sont passés par la case prison du Hirak, pour contraindre le Hirak, ils ne sont pas des centaines, ils sont des milliers. Des gens qui ont fait de la prison et qui sont sortis. Pourquoi ce régime est-il donc infiniment plus que du temps de Bouteflika, que du temps de l'avant-Hirak?
pourquoi ce régime qui a pourtant domestiqué le Hirak, qui lui a donné le nom de Hirak al-Mubarak, le Hirak béni, qu'on a fait une journée nationale, pourquoi est-il ainsi en train de persécuter les hirakistes et tous les gens qui seraient tentés par une initiative hirakiste? Avant de répondre à cette question, cher Jamaldine, j'ai envie de témoigner en tant que citoyen algérien toute ma solidarité envers M. Zrilech, avec tout ce qu'il subit comme acharnement judiciaire, qui ne dit pas son nom, parce qu'on vient de l'entendre, il n'a pas fait de garde à vue. Dans un état de droit, lorsque on détient une personne avec des preuves, on l'accuse de faire partie de groupes terroristes ou de faire du terrorisme tout simplement, ça commence par une arrestation, des gardes à vue, une enquête, etc. Mais tout ce temps que le système, que ceux qui nous dirigent, notamment ceux qui ont transformé l'appareil, ou plutôt le pouvoir judiciaire en appareil judiciaire pour réprimer toute voix discordante en Algérie, il prend le temps nécessaire pour confectionner des alibis. Ça a été le cas de l'article 87 bis du Code pénal. C'est le cas aussi de ces accusations d'appartenir à des groupes terroristes. Je me demande si M. Zrilech fait partie du MAC ou fait partie de Rached, chose que je ne peux pas croire une seconde. Par contre, ce système, à chaque fois, surtout depuis... Mais même si c'était le cas, même s'il faisait partie du MAC ou de Rached. Je ne suis pas en train de légitimer le fait que faire partie du MAC ou faire partie de Rached serait un acte terroriste. Oui. Là, je parle des alibis qui sont confectionnés par le pouvoir lui-même. Oui. C'est-à-dire mettre une chape de plomb sur la société. D'ailleurs, on a eu récemment ces aménagements qu'ils ont appelés révision technique de la Constitution. Ça fait partie de ce poids posé sur la tête des citoyens pour les empêcher de respirer, comme tu le disais tout à l'heure, pour les empêcher de parler, pour les empêcher de vivre, tout simplement. Je peux aller encore plus loin dans ce que vivent nos concitoyens qui sont victimes de cette répression judiciaire, de cet acharnement judiciaire en Algérie. Ils sont licenciés, ils sont coupés de toute ressources économiques. Là, on se pose la question. C'est vrai qu'on essaie de faire de la politique, d'analyser les choses politiquement, mais la solidarité, le côté social, le côté économique des citoyens, nous connaissons des syndicalistes, des acteurs associatifs, des militants, des journalistes qui ont été licenciés, à qui on a coupé toute ressources financières pour pouvoir se nourrir ou nourrir leur famille. Nous connaissons aussi des citoyens qui ont perdu des membres de leur famille suite à c'est-à-dire après cet acharnement judiciaire, parce que ça met de la pression sur les familles. On ne peut pas faire de la politique si on n'a pas ce sentiment, si on n'a pas cette affection envers son concitoyen. Mais pour répondre à la question de ce système qui continue dans la répression, c'est parce que je pense que l'Algérie n'a jamais connu un mouvement aussi global, aussi massif, mais pacifique, qui peut avoir lieu de l'acharnement violent de ce système. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une certaine paranoïa qui s'est installée. Déjà, la paranoïa, le pouvoir algérien, il est vide depuis toujours. Mais ça s'est doublé depuis le Hirak de 2019, là où on a vu Algériennes et Algériens de différentes tendances politiques, parfois même opposées idéologiquement, mais qui discutaient de l'avenir de l'Algérie plutôt que des aspirations personnelles. Donc cela fait peur à des systèmes totalitaires. Et les appareils sur lesquels il s'appuie, c'est-à-dire ceux qu'il utilise comme levier de pression sur la société... Et de répression, c'est le côté médiatique. Donc nous avons aujourd'hui des journaux, des radios, des télévisions, c'est-à-dire qu'elles soient publiques ou privées, aux ordres. Nous avons une presse aux ordres. Nous avons un système judiciaire qui est devenu un appareil de répression. Et nous avons le cas aujourd'hui de Abdelkarim Zrilech, sans oublier
ses concitoyens, ses militantes et ses militants qui croupissent à l'heure actuelle dans les prisons de ce pouvoir. Ou qui sont sortis en prison et qui ont été cassés, qui ont été brisés. Mais beaucoup d'autres, on essaye de leur faire un lavage de cerveau, on essaye de les briser, retourner. Mais ils sont dans la constance. Alors, Abdelkrim Zrilch, je vais aborder un aspect un peu gênant de ce qui vous est arrivé, parce que je connais toute votre pudeur, votre discrétion pour tout ce qui est de votre famille, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire ce qui s'est vraiment passé dans votre vie, pour que nos compatriotes qui sont sous l'effet d'un lavage de cerveau incessant, un battage médiatique, propagandiste absolument hallucinant, que vous puissiez contribuer à dire à nos compatriotes ce qu'endurent les gens qui essayent de lutter contre ce régime, les gens qui le dénoncent, les gens qui se battent pour l'avènement d'un État démocratique. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez subi, en plus de la répression, de l'incarcération, de procès iniques, ce que vous avez subi dans votre carrière et dans votre vie de famille et dans votre vie sociale. Bon, mon ami, ce que j'ai subi dans ma vie familiale, je préfère que ça reste familial, ça. Ce n'est pas du ressort de Madame X et de Monsieur X. Ça reste vraiment quelque chose de très personnel et je, je ne comprends pas les gens qui parlent de leur vie familiale. Donc ça, c'est dans la sphère privée, ça restera dans la sphère privée. Par contre, ce que je pourrais dire sur ma vie professionnelle, c'est que techniquement, pour l'Algérie, je pourrais être considéré qu'une personne parmi les précurseurs dans les nouvelles technologies en Algérie. Ça, c'est une réalité et je m'attends à ce que personne comprenne ou ne comprenne pas. Une réalité. Ma société, Sarbacane, était précurseur dans les nouvelles technologies en Algérie. C'est-à-dire, en deux mots, comme maintenant, aujourd'hui, ce soir, un ministre ou un wali nous parle de numérisation, il nous parle de système de gestion de base de données. Ça, nous, on l'a fait en 2004. En 2004, on le faisait pour s'amuser. Et quand je dis pour s'amuser, je me comprends. Maintenant, en 2026, Abdelkrim Zrilch, j'aimerais rappeler que j'ai moi-même été invité à l'une de vos émissions sur Radio Sarbacane. Vous m'avez fait le plaisir de m'inviter. J'étais même pas là, c'était pas moi qui gérais la radio. Non, c'est vous qui m'aviez invité. C'est vous qui m'aviez invité, je suis passé chez vous. Peut-être, voilà, peut-être vous, mais je vous assure, mon ami, je m'en souviens même pas. C'est tout à votre honneur. La radio à l'époque, c'était un support, pratiquement. Moi, j'avais mon travail. Je travaillais dans Sarbacane. Sarbacane travaillait. J'avais pas le temps, moi, pour la radio. Moi, j'avais pas le temps pour gérer les émissions qui venaient pas, qui étaient invités. Le journaliste assumait son émission. Chaque journaliste avait la liberté, une liberté totale et absolue, de gérer son émission et de gérer ses invités. Jamais je ne suis rentré en discussion avec un journaliste qui était lui-même chapeauté par la dame qui gérait la radio. Et moi, j'avais une relation purement financière avec la radio. C'est-à-dire, je ne rentrais pas dans les détails, moi. Moi, j'étais éditeur de presse ou investisseur dans les médias au véritable sens du mot. La radio, le contenu. Je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur. Je n'étais pas là, je travaillais. Et depuis, Abdelkrim Zrilch, depuis, que est devenue votre société? Ma société a été saisie.
a été saisi dans le cadre de la saisie de la radio, ce que j'ai toujours répété. Le procureur de la République a donné un ordre pour saisir la radio, sauf que quand la police nationale, la police scientifique, et je précise qu'ils sont scientifiques, techniquement, ils sont formés pour faire la différence entre un média, une radio, une entreprise. On appelle ça la police scientifique, c'est pas moi qui l'appelle, c'est eux qui ils ont un badge, sur le badge il est écrit police scientifique. Sauf quand ils sont venus, ils ont tout saisi. La radio était au premier étage, ils l'ont saisi, et l'entreprise, la société était au rez-de-chaussée, ils l'ont saisi. Et ils le savent, ils le font exprès. Et j'ai fait tellement de requêtes et d'explications avec des avocats pour expliquer la différence flagrante entre l'entreprise, mon travail, et la radio, qui était je peux me permettre, qui était un passe-temps. Au lieu de sortir القهوة عبد الكريم زغيليش ما يسهرش في القهوة عبد الكريم زغيليش في الويكاند ماشي النوع تاع يروح يريح في قهوة ولا يروح يريح في عباليش وين عبد الكريم زغيليش a créé un environnement تاعو son environnement الويكاند يروح يريح في راديو عبد الكريم زغيليش ما يروحش يريح في القهوة عبد الكريم زغيليش a créé نمط حياة انا في الويكند خدام سمانه كامله كي تخرج السمانه ما نروحش نسهر في القهوه ونريح في القهوه انا درت راديو يجيو الناس بيان يجيو يتعرفوا على الناس الجزائريين ما بين بعضهم يتلاقاو وخير من القهاوي. Voilà, je pense que j'ai trop parlé. Hein. Non, 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 au contraire. Mais sinon, sur votre vie sociale, les répercussions sur votre vie sociale, professionnelle, familiale, vous ne voulez pas vous exprimer, je comprends votre réserve. Mais sur votre vie sociale, qu'est-ce que cet effet de l'injustice, de la répression, de la violence exercée contre vous ont provoqué dans votre vie? Et à travers vous, c'est surtout pour montrer ce que ça a provoqué sur tous les hirakistes qui ont été emprisonnés. D'ailleurs, je vois derrière vous la photo de notre ami Abdelwakil Blam qui est en prison, justement. Et j'aimerais que vous nous en parliez, d'ailleurs. Pardon? Abdelwakil qui venait à l'époque. Tout le monde venait chez Radio Sarbacane à l'époque, tout le monde venait, Abdel Sommar, tout le monde venait. C'était un espace libre, financé librement, avec des fonds qui n'ont la liberté financière. J'avais une entreprise qui a pu réellement financer un média et elle a donné la liberté totale à ce média. دير واش تحب واحد ما يهضر معاك ما كاينش انا واحد يجي يقول لك اغوش ولا دروات ولا الصوار fais ce que tu veux pour bloquer la radio. Je vais revenir à vous dans un moment, Abdelkrim Zghilish, pour que vous nous disiez. Pardon. Pour attaquer la radio et casser le rythme avec la liberté musicale, artistique. Il y avait beaucoup de liberté à la radio, hein. Féministe également. Il y avait toute liberté. Il y avait, pour casser le rythme de la radio, ils ont attaqué directement la personne qui finance cette liberté. Parce que la liberté, elle a besoin d'argent. La liberté, elle a besoin de financement. Et moi, je finançais avec le petit... Attends, la radio, elle faisait combien? On va dire, elle faisait 60 mètres carrés avec le petit espace de liberté في الجزائر. قداه فيه 40 متر 50 متر قداه كاين. Ils ont attaqué avec le petit espace en m'attaquant moi, en m'empêchant de financer. Il n'y avait pas de problème sur la radio. Qu'est-ce qu'il y avait de problème? La police venait. الشرطة الوطنية كانت تأتي إلى راديو سربكان. Oui, ça dépend.
Restez avec nous, Abdelkrim Zrelch. Je vous demanderai de nous parler tout à l'heure pour un dernier tour de micro de vos rêves, de ce que vous envisagez de faire, de vos projets et en quoi vos compatriotes algériens pourraient vous aider, en quoi ils pourraient vous soutenir, ne serait-ce que moralement. Je reviendrai vers vous. Abdelrahim, voilà un homme, comme vous en connaissez tant, vous, un adepte de la place de la République, qui se battent pour leur pays, qui se battent pour un avenir meilleur, qui se battent pour une vie plus digne, où les gens pourraient reconquérir leur droit à la citoyenneté, juste la citoyenneté, où ils pourraient recouvrer leur droit à l'égalité devant la justice, à l'égalité devant l'information, le droit de disposer d'une presse vraiment libre, de disposer soi-même du droit de s'exprimer librement et sans entrave autre que celle prévue par la loi pour contraindre justement la diffamation et l'usage chafouin, scélérat de la parole pour salir les gens de façon indigne et de façon injuste. Ignoble. Alors, quand vous voyez et que vous écoutez des hommes et des femmes comme Abdelkrim Zrelch, je n'ose même pas dire le mot dont on a brisé la vie, dont on a brisé l'entreprise, qu'on a confiné à son petit logement qui, nous dit-on, est peut-être même susceptible d'être, je ne sais pas, il semble qu'il y ait quelque chose qui pèse sur l'avenir de cette propriété, si tant est que c'est une propriété. Une situation qui s'est répercutée sur sa famille, dont il ne veut pas parler par pudeur, par réserve, et je le comprends. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Ce que cela m'inspire, et c'est très important, je pense, cette question, c'est ce que militantes et militants disent, abordent comme sujet, abordent comme question cruciale, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et là, tu disais tout à l'heure, M. Zrelch, tu disais toute la solidarité, toute l'écoute, c'est-à-dire la présence, ne serait-ce que morale, spirituelle, des compatriotes qui sont soit en Algérie ou ailleurs. Et j'ai envie de dire que déjà sur le plan de solidarité humaine, en tant que militant, vivant à l'étranger, vivant dans la diaspora, pas une seconde, on s'est détaché psychologiquement, moralement, ou même en termes d'engagement, non seulement pour l'avènement d'une république démocratique, d'une société heureuse, humaine, etc., mais aussi cette solidarité citoyenne entre militants. On ne peut pas, je le dirai toujours, faire de la politique, faire du syndicalisme, de l'associatif, provient profondément des entrailles, provient profondément de cette conviction profonde d'un citoyen envers un autre. Si on veut construire une Algérie libre et démocratique, nous avons un système totalitaire en face, mais nous sommes des êtres humains et nous nous connaissons, nous sommes solidaires les uns avec les autres, nous resterons solidaires les uns avec les autres. L'Algérie de demain sera faite de tous les Algériens, sans aucune distinction. Les Algériens de l'Algérie, les Algériens, les militants, les citoyens qui vivent à l'étranger, et il se construira en Algérie. Ça, c'est une certitude, on ne peut pas... Abdelrahim Moussawar, question très importante, justement, et qui tombe à pic. Pendant la révolution algérienne, la guerre de libération, la diaspora algérienne, dirigée par la fameuse Fédération de France, le FLN d'avant, la 7e wilaya. La 7e wilaya était devenue la source de financement principale de la guerre de révolution. Contrairement à ce que nous avons entendu dire, ce n'était ni la Chine, ni la Russie, ni l'Égypte, ni quelque autre puissance qui soit. L'argent
qui empruntaient les réseaux Janssen, les réseaux nos fameux Janssen, amis français, oui. parce qu'eux, ils n'étaient pas les porteurs, de valises. Parce qu'eux, quand ils portaient des valises pour passer de la France vers la Suisse, blonds, yeux bleus, ils n'étaient pas interpellés, on ne fouillait pas leurs bagages. Donc le réseau Janssen était constitué principalement de Français blancs. Oui. Et donc, ils acheminaient cet argent vers la Suisse, dans le compte du FLN, et puis par la suite pour acheter des armements, pour aider les Algériens. Pourquoi aujourd'hui, le Hirak parisien, qui a été énorme, qui est arrivé, je me rappelle, le 1er novembre, je ne me rappelle plus si c'était 2021 ou 2000. Le plus grand. Le 1er novembre 2019, déjà nous savons que d'habitude les autorités policières, quand il s'agit de mouvements algériens, etc., elles communiquent un chiffre très bas. Réduit à la baisse. Ils ont parlé de 50 000. Elles ont parlé de plus de 60 000. 60 000. Alors qu'en réalité, moi j'étais sur les lieux, j'ai des techniques d'évaluation, il y avait à peu près 80 000. C'est ce que nous avons estimé. 80 000 Algériens à Paris pour manifester. Pourquoi n'avez-vous pas réussi, pourquoi n'avons-nous pas réussi à mettre en place une organisation de financement du Hirak pour aider nos frères, nos camarades qui sont au pays pour pouvoir faire face à ce régime, les doter de moyens d'information valables, les aider peut-être même parce qu'ils subissent les coups de boutoir du régime dans leur vie de tous les jours. Pourquoi la diaspora n'a pas réussi? C'est important, mais cher Djamaldine, en 2019, en 2020, il y a eu pas mal de collectifs, il y a eu pas mal d'associations, pas mal d'organisations qui font partie du Hirak de la diaspora, qui ont fait ce travail financier vis-à-vis des avocats, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des détenus politiques et d'opinion en Algérie. Mais force est de constater par la suite que le pouvoir qui fermait, qui muselait toute voix discordante en Algérie, faisait pareil avec les financements qui venaient de l'étranger, au point où nous, organisations qui sommes ici en France, on faisait des quêtes, là je le dis pour l'histoire, pour que nos compatriotes le sachent. À un moment donné, n'oublions pas l'épisode de la Covid et des incendies à l'Est et en Kabylie, en Algérie. Même des quêtes qui ont été faites de manière normale, de manière réglementaire, légales et déclarées, elles ont été interceptées par les autorités en Algérie. Sans oublier l'exemple de la radio M de Maghreb émergent, ce qu'on a de M. Zreij tout à l'heure parlé, du finance, c'est-à-dire de s'attaquer au financement d'une radio pour l'affaiblir. N'oublions pas Mleh, qui finançait principalement, qui était le principal sponsor de la radio M, il a été emprisonné. Les aides financières, les aides matérielles qui ont été constituées, qui ont été faites dans la diaspora, acheminées en Algérie, elles ont été interceptées par le système. Mais je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des organisations qui font un travail, des quêtes d'argent pour aider des familles de nos concitoyens détenus politiques et d'opinion en Algérie. Très bien. Abdelkrim Zreilech, donc je reviens à vous. Quelque chose de particulier à nous dire avant que je vous pose des questions précises? Je dirais que l'argent est le nerf de la guerre. Tout à fait. Et vous encourageriez une initiative organisée entre l'intérieur du pays et l'extérieur du pays pour pouvoir créer une sorte de synergie, surtout pour la diaspora, qui pourrait faire des choses qui ne peuvent pas être faites par nos camarades de l'intérieur, par exemple le financement, par exemple l'information, la dotation en moyens techniques d'information, l'aide directe aux familles des hirakistes qui sont internés, qui sont emprisonnés. هذه صديقي جمال هنا داخل البلد اسمها جمع الاموال بدون رخصه. هذه تهمه بعد هذه سي moi je vais répondre à ta question. Toi le mec super intelligent, tu me poses ce genre de questions en live en Algérie. Franchement mon pote tu me حيرتني. Bien répondu. Samahni, c'est bien répondu. C'est une réponse
absolument Je, imparable. Imparable. je pense que moi et vous, on avait Mais parlé c'est à un une certain réponse en moment soi. Mais c'est une de réponse. pensez-vous. Abdelkrim Zrilch, nous arrivons vers la fin de l'émission. Nous allons tout à l'heure, juste après votre dernière intervention, diffuser une intervention de maître Issa Rahmoun qui va nous lire un communiqué concernant votre affaire et d'une manière générale concernant la répression du système algérien contre la résistance algérienne pour l'avènement d'un État démocratique. Je vous laisse nous dire votre dernier mot avant de vous remercier et de vous dire tout le bien que nous pensons de vous et tout le courage que nous vous souhaitons. Je vous remercie comme d'habitude pour l'émission et pour toutes les personnes qui nous écoutent. Nous partions d'un sentiment que réellement, nous ne sommes pas des ennemis de l'Algérie. Et nous sommes les derniers à être des ennemis de l'Algérie. Ils ne seront jamais des ennemis de l'Algérie. Et nous refusons totalement toute personne qui peut nous accuser du contraire. Merci, Jamal. Et Abdelkrim, Inch'Allah, demain sera un autre jour. Inch'Allah, demain est très proche et demain sera celui des Algériens qui aspirent à la démocratie, qui aspirent à la dignité. Abdelrahim Moussawar, avant le communiqué que va nous lire par téléphone Maître Issa Rahmoun, je vous laisse dire votre dernier mot sur cette très pénible situation. Mon dernier mot, c'est toujours un message de fraternité, un rappel de solidarité entre les citoyens que nous sommes, c'est-à-dire nous qui vivons à l'étranger. Et là, je peux dire que ce genre d'occasion, d'émission, ce genre de plateau télévisé nous permet de parler encore, de continuer de parler sur la question des droits humains, sur la question de la répression, la répression policière, la répression, c'est-à-dire malheureusement, la répression judiciaire en Algérie qui s'abat sur les militants, sur nos frères et sœurs, qui continuent, malgré tout, d'essayer de diffuser la parole sage, la parole de la vérité, la parole de la justice, et justice et vérité, Inch'Allah. Merci. C'est ainsi donc que ça se passe dans notre pays, malheureusement. La suite est à venir et maintenant nous allons écouter Maître Issa Rahmoun. Et permettez-moi donc de vous souhaiter une bonne soirée et de vous dire à demain, Inch'Allah. Merci. Paris le 30 mars 2026. La multiplication des poursuites et condamnations visant l'éditeur de presse et opposant politique Abdelkrim Zrilch témoigne d'un recours préoccupant à l'appareil judiciaire pour restreindre la liberté d'expression en Algérie. À ce jour, Abdelkrim Zrilch a été condamné à 3 reprises à 1 an de prison ferme, dont l'une assortie d'une amende de 100 000 dinars algériens, pour diffusion d'idées incitant à la violence et à la haine. Ces 3 affaires sont actuellement pendantes devant la Cour suprême. Ces accusations apparaissent infondées et visant davantage à restreindre la liberté d'expression et à museler les voix critiques. Abdelkrim Zrilch devra comparaître dans 5 affaires distinctes entre le 30 mars et le 2 avril 2026, selon un calendrier particulièrement resserré. La tenue d'audience à un rythme aussi soutenu, parfois plusieurs le même jour, soulève de sérieuses préoccupations quant au respect de ses droits de la défense et aux garanties d'un procès équitable. À ce jour, aucune précision n'a été apportée sur la nature des accusations portées contre lui. Un opposant ciblé pour ses opinions. Abdelkrim Zrilch fait partie de ces éditeurs de presse et opposants politiques, régulièrement visés en raison de leur prise de position critique. La répétition des procédures à son encontre s'apparente à une stratégie d'épuisement et d'intimidation visant à entraver l'exercice indépendant du journalisme en Algérie. La succession de poursuites contre Abdelkrim Zrilch dans un contexte d'opacité, des accusations et multiplication de procédures constituent un véritable acharnement judiciaire.
Elle révèle une volonté manifeste de réduire au silence une voix critique. Une atteinte grave aux libertés fondamentales. Ces poursuites répétées portent atteinte au droit à la liberté d'expression et au droit à un procès équitable, garanti par les instruments internationaux ratifiés par l'Algérie. Elle contribue également à instaurer un climat de peur et d'autocensure parmi les opposantes et opposants et l'ensemble des actrices et acteurs de la société civile. Dans ce contexte préoccupant, la Fédération internationale pour les droits humains appelle les autorités algériennes à mettre un terme immédiat à toute forme de harcèlement judiciaire à l'encontre de M. Abdelkrim Zrilch, garantir le respect plein et entier de ses droits fondamentaux, notamment son droit à la liberté d'expression, assurer la transparence des procédures engagées contre lui, en précisant la nature des accusations portées dans chacune des affaires, garantir son droit à un procès équitable, y compris les délais raisonnables lui permettant de préparer sa défense, mettre fin au recours et à des dispositions pénales vagues pour criminaliser l'expression pacifique d'opinions critiques, garantir un environnement sûr et propice à l'exercice libre de la presse en Algérie. La Fédération internationale pour les droits humains restera pleinement mobilisée et suivra avec attention l'évolution de la situation de M. Abdelkrim Zrilch.